Avant de commencer, abonnez-vous à Du Conflit et activez la cloche pour ne jamais manquer nos récits de guerre extraordinaires. Du Le projecteur du destroyer japonais balayait l'eau comme le doigt de la mort. Frôlant notre proue de quelques mètres à peine, nous retenions notre souffle, moteur coupé au ralenti, dérivant dans l'obscurité au large de Vella La Vella. 23 marins américains plaqués contre le pont du PT-164, tentant de devenir invisibles. Dans les cales des 3 transports japonais derrière ce destroyer, près de 8000 soldats ennemis ignoraient que leur voyage pour renforcer Colomb Angara allait s'achever dans les eaux noires de la mer des Salomon. Nous étions le 19 juillet 1943, et dans exactement 4 minutes, nous allions déchaîner l'enfer depuis les ombres. Mes mains agrippaient la double mitrailleuse calibre 50 si fort que mes phalanges me faisaient mal. À mes côtés, l'enseigne Robert Dutch Vanderberg murmurait les coordonnées à notre commandant, le lieutenant-commandé Arthur Mcpherson. La lueur phosphorescente verte de notre compas était la seule lumière que nous osions montrer. Derrière nous, cachés dans l'ombre lunaire projetée par les pics volcaniques de Vella La Vella, le PT-168 et le PT-171 attendaient notre signal. Nous étions les armes secrètes de l'Amérique, et la marine japonaise allait découvrir pourquoi l'obscurité n'était plus leur allié. Je suis le maître principal Thomas Harrigan, réserve de la marine américaine, et j'étais l'un des premiers à prouver que de petits bateaux en bois pouvaient couler des navires de guerre en acier. On me demande souvent ce que c'était d'être partie intégrante du secret naval le mieux gardé de 1943. La vérité ? Nous étions trop occupés à essayer de survivre pour penser à entrer dans l'histoire. Nous savions seulement que si nous échouions cette nuit, ces 8000 soldats japonais atteindraient Colomb Angara, où ils massacreraient des Américains tentant de prendre cet aérodrome stratégique. Chaque torpille que nous portions représentait des centaines de vies américaines qui pourraient être sauvées. Chaque transport ennemi que nous envoyions par le fond signifiait des parents qui ne recevraient pas ce télégramme redouté du département de la guerre. Vous pensez connaître la Seconde Guerre mondiale ? Attendez de découvrir comment 3 minuscules bateaux ont changé le cours de la guerre du Pacifique. Likez cette vidéo si vous voulez connaître la suite. Pour comprendre comment 3 embarcations plus petites que la plupart des yachts privés pouvaient défier la marine impériale japonaise au sommet de sa puissance, vous devez comprendre ce à quoi nous étions confrontés à l'été 1943. Les Japonais avaient transformé le combat nocturne en article. Depuis leur victoire à l'île de Savon en août précédent, où ils avaient coulé 4 croiseurs alliés sans perdre un seul navire, ils régnaient sur l'obscurité dans les îles Salomon. Leurs marins s'entraînaient depuis des années au combat de nuit, apprenant à se battre sans radar, utilisant uniquement leur vue perçante et une coordination parfaite. Ils appelaient leur mission nocturne de ravitaillement le Tokyo Express, et nous les appelions la course des rats. Dans tous les cas, ils déplaçaient troupes et fournitures en toute impunité une fois le soleil couché. La marine américaine avait de plus gros navires, un meilleur radar et plus de puissance de feu. Mais nous perdions la guerre nocturne. Nos amiraux, formés aux tactiques traditionnelles de ligne de bataille de Jutland et de la baie de Manille, ne pouvaient pas s'adapter assez rapidement à ce nouveau type de guerre. Nos croiseurs et destroyers, conçus pour des actions de flotte en haute mer, étaient des cibles faciles dans les eaux confinées des Salomon. Nous avions besoin de quelque chose de différent, quelque chose que les Japonais n'attendraient pas. Ce quelque chose était construit dans des chantiers navals secrets de la Nouvelle-Orléans à New York, et cela allait révolutionner la guerre navale pour toujours. La vedette lance-torpille, ou PT-Boat, est née du désespoir et de l'ingéniosité américaine. Longue de 24 mètres et large de 6 mètres, elle était construite en contreplaqué d'acajou laminé, pas en acier. 3 moteurs Packard 5M 2500, version modifiée du moteur d'avion Liberty, les propulsaient à plus de 45 nœuds, plus vite que n'importe quelle torpille ou navire de guerre conventionnel. Nous portions 4 tubes lance-torpilles de 533 mm avec des torpilles Mark XIII, un canonneur Licon de 20 mm, 4 mitrailleuses calibre 50, et assez de munitions pour semer le chaos pendant environ 15 minutes de combat soutenu. Après ça, nous ferions mieux de rentrer ou de couler. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment cette mission secrète a complètement retourné la situation dans le Pacifique. J'ai vu ma première vedette lance-torpille en février 1943 au centre d'entraînement de l'escadron de vedettes torpilleurs motorisés à Melville, Rhode Island. J'étais un marin de destroyer fraîchement sorti du service de convoi dans l'Atlantique Nord quand la marine a demandé des volontaires pour une mission dangereuse avec des navires expérimentaux. Le recruteur ne voulait pas nous dire quels étaient ces navires, seulement que le taux de perte était estimé à plus de 50%. Sur 200 volontaires, ils en ont sélectionné 40. J'ai été retenu parce que je pouvais naviguer aux étoiles et que j'avais de l'expérience des petites embarcations, ayant grandi sur la baie de Chesapeake. La première fois que j'ai mis le pied à bord du PT-164, j'ai cru que la marine avait perdu la tête. Ce n'était pas un navire de guerre. C'était un hors-bord glorifié avec des illusions de grandeur.
La coque était en bois. Du bois dans une guerre d'acier et de blindage. Les quartiers d'habitation étaient si exigus que le partage des couchettes n'était pas seulement courant, c'était obligatoire. Il n'y avait aucune protection blindée à part quelques tôles autour du pont. Un bon coup de n'importe quoi de plus gros qu'une balle de fusil et nous serions des allumettes flottant sur l'eau. Mais ensuite j'ai rencontré MC Ferson et tout a changé. Mac avait 28 ans, un âge ancien selon les standards des vedettes lance-torpilles, avec des yeux qui avaient déjà trop vu. Il était à Pearl Harbor à bord du destroyer USS Shaw quand les Japonais ont attaqué, avait combattu à Midway et s'était porté volontaire pour les vedettes lance-torpilles parce que, selon ses propres mots, j'en ai marre d'être une cible. Il est temps de devenir le chasseur. Mac comprenait quelque chose qu'il nous faudrait des semaines pour apprendre. Les vedettes lance-torpilles n'étaient pas censées combattre comme des navires de guerre conventionnels. Nous étions des guérilleros maritimes, des assassins marins qui frappaient depuis une embuscade et disparaissaient avant que l'ennemi puisse réagir. Notre équipage était une collection de marginaux et de spécialistes qui n'auraient jamais servi ensemble sur un navire régulier de la marine. Dutch Vanderberg, notre second, était professeur de mathématiques à Yale et pouvait calculer des solutions de tir de torpille dans sa tête plus vite que la plupart des hommes ne pouvaient utiliser une règle à calcul. Le maître mécanicien Carlos Charlie Mendoza construisait des moteurs de course à Los Angeles avant la guerre et pouvait faire ronronner nos Packard capricieux comme des chatons ou rugir comme des lions selon nos besoins. Le radio de deuxième classe William Sparks Patterson venait du service sous-marin où il avait appris à faire fonctionner des radios dans un silence absolu. Notre torpilleur, le canonnier de première classe Patrick Paddy O'Brien, était un artiste avec ses poissons mécaniques. Chaque torpille Mark XIII pesait une tonne et coûtait autant qu'une maison. Paddy les traitait mieux que la plupart des hommes traitaient leurs épouses, les ajustant, les nettoyant et leur parlant doucement constamment. Ces beautés, disait-il en polissant les hélices en bronze, sont la seule raison pour laquelle les Japs nous prendront au sérieux. Un tir, un mort, ou nous ne sommes qu'une cible d'entraînement coûteuse. Partagez cette vidéo si vous trouvez ces histoires méconnues aussi fascinantes que nous. Aidez du conflit à atteindre 100 000 abonnés. L'entraînement à Melville était brutal et impitoyable. La marine avait appris des premières pertes de vedettes lance-torpilles que l'enthousiasme ne suffisait pas. Nous devions être plus rapides, plus intelligents et plus vicieux que tout ce que les Japonais pouvaient nous envoyer. Nous pratiquions les attaques à grande vitesse jusqu'à pouvoir lancer des torpilles avec précision tout en bondissant sur les vagues à 40 nœuds. Nous avons appris à naviguer au son et à l'instinct quand les tempêtes tropicales réduisaient la visibilité à zéro. Plus important encore, nous avons appris à penser comme des pirates plutôt que comme des marins. Le commandant James Wild Jim Patterson, qui dirigeait le programme d'entraînement, avait survécu à la campagne des Philippines et s'était échappé de Corregidor sur l'une des dernières vedettes lance-torpilles. Il avait une philosophie d'entraînement simple, les Japonais s'attendent à ce que vous combattiez loyalement. Ne le faites pas. Ils s'attendent à ce que vous suiviez la tradition navale. Ne le faites pas. Ils s'attendent à ce que vous ayez peur du noir. Rendez-les terrifiés à la place. Il nous a enseigné que nos plus grandes armes n'étaient pas nos torpilles, mais la surprise, la vitesse et l'audace pure. Nous sommes arrivés à notre base avancée de Randova le 30 juin 1943, juste au moment où l'invasion de la Nouvelle-Géorgie commençait. La base n'était rien de plus qu'un dépôt de carburant, quelques huttes qu'on sait camouflées et un quai rudimentaire caché sous des frondes de palmiers. La première chose que nous avons remarquée était l'odeur, végétation pourrissante, carburant diesel et la puanteur douceâtre de la décomposition tropicale. La deuxième chose était le son du feu d'artillerie depuis la Nouvelle-Géorgie, où des marines mouraient pour prendre l'aérodrome de Minda. L'escadron de vedettes torpilleurs motorisés 9, notre unité, se composait de 12 vedettes lance-torpilles chargées d'intercepter les tentatives de renfort japonaises dans les Salomon centrales. Notre mission semblait simple, patrouiller les eaux entre les principales bases japonaises et couler tout ce qui battait pavillon du soleil levant. La réalité était bien plus complexe. Ces eaux étaient un labyrinthe de récifs coralliens, d'îles volcaniques et de points forts japonais cachés. L'ennemi avait des hydravions pour la reconnaissance, des observateurs côtiers sur chaque île majeure et des escadrons de destroyers spécifiquement entraînés pour chasser les vedettes lance-torpilles. Vous ne croirez pas ce qui s'est passé lors de notre première vraie mission. Continuez à regarder pour le découvrir. Notre première patrouille le 5 juillet fut un désastre. 3 bateaux, dont le nôtre, ont tenté d'intercepter un convoi japonais près de Visu Visu. Nous avons été repérés par un hydravion ennemi avant de pouvoir nous mettre en position d'attaque. Soudain, 4 destroyers fonçaient sur nous avec des projecteurs allumés et des canons tirants. Nous nous sommes dispersés comme des lapins, courant à travers un gauntlet d'éclaboussures d'obus. Le PT-158 a pris un coup direct d'un obus de 127 mm et s'est désintégré. 12 hommes partis en un instant, réduits en fragments avec leur bateau. Nous avons passé 4 heures à esquiver à travers les récifs et les îles avant de finalement nous échapper. Aucune torpille tirée, aucun navire ennemi endommagé, et nous avions perdu un bateau et son équipage.
Cette nuit-là, blotti dans notre base de Randova, Mac nous a réunis. Nous avons appris quelque chose d'important aujourd'hui, dit-il doucement. Nous ne pouvons pas les combattre comme les destroyers se combattent entre eux. Nous ne sommes pas construits pour les duels d'artillerie. Nous frappons depuis une embuscade ou nous ne frappons pas du tout. C'était une leçon difficile, payée dans le sang, mais elle allait façonner chaque mission qui suivrait. Au cours des 2 semaines suivantes, nous avons développé de nouvelles tactiques par essai et erreur. Nous avons appris à utiliser les ombres radars des îles pour masquer notre approche. Nous avons découvert qu'éteindre 2 moteurs et n'en faire tourner qu'un réduisait considérablement notre signature sonore. Plus important encore, nous avons compris comment coordonner les attaques entre plusieurs bateaux en utilisant des signaux lumineux simples que les Japonais ne pouvaient pas intercepter. Le réseau de renseignements qui nous soutenait était remarquable. Les observateurs côtiers australiens cachés dans les collines des îles occupées par les Japonais transmettaient par radio les mouvements des navires ennemis. Les indigènes des îles Salomon, risquant l'exécution s'ils étaient pris, pagayaient leurs canoës pour nous rencontrer avec des informations sur les positions japonaises. Parfois, nous recevions des renseignements déchiffrés de Pearl Harbor, nous donnant les horaires exacts des convois, mais la plupart du temps, nous chassions par instinct et expérience. Les vedettes lance-torpilles étaient encore classées comme armes secrètes en juillet 1943. Les communications officielles de la marine ne nous mentionnaient jamais par notre nom, se référant seulement à petites embarcations ou bateaux moustiques. Les Japonais savaient que quelque chose frappait leur convoi, mais leurs rapports initiaux nous décrivaient comme des sous-marins ou des mines. Ils ne pouvaient pas croire que les Américains enverraient des hors-bords en bois contre des navires de guerre en acier. Cette ignorance était notre plus grand avantage. Maintenant, préparez-vous pour le moment qui a tout changé. Cette mission allait entrer dans l'histoire. Dans la nuit du 18 juillet, un observateur côtier a signalé qu'un important convoi de renforts japonais passerait par le détroit de Blackett, se dirigeant vers Vella La Vella sur Kolombangara. C'était la cible que nous attendions. Plusieurs transports avec une escorte minimale, forcés de passer par des eaux étroites où leur nombre supérieur ne les aiderait pas. Mac s'est porté volontaire pour que notre bateau mène l'attaque avec le PT-168 commandé par le lieutenant Henry Hank Bramwell et le PT-171 sous le lieutenant Joseph Joy Antonelli. Le briefing ce soir-là était tendu. Les renseignements estimaient 3 grands transports escortés par 1 ou 2 destroyers transportant des éléments du 13e régiment japonais, des troupes d'élite qui avaient combattu en Chine et aux Philippines. Ce n'étaient pas des bataillons de construction ou des troupes de ravitaillement. C'étaient des soldats de première ligne qui allaient rendre la vie de nos marines infernales en Nouvelle-Géorgie. Le commandant William Bill Specht, notre chef d'escadron, a été clair: « Messieurs, ce convoi ne peut pas atteindre Vella La Vella. Je me fiche que vous deviez éperonner ces transports. Ils vont au fond ce soir. » Alors que le soleil se couchait le 19 juillet, peignant le ciel de rouge sang au-dessus des Salomons, nous avons fait nos derniers préparatifs. Paddy O'Brien a parcouru sa liste de contrôle des torpilles pour la 5e fois, réglant les Mark 13 pour une profondeur de 3 mètres et une vitesse de 28 nœuds, paramètres optimaux pour toucher un transport chargé. Charlie Mendoza avait réglé nos moteurs à la perfection, des silencieux installés pour réduire le bruit. Dutch Vanderberg traçait et retraçait notre approche d'attaque, calculant les courants, le vent et la position de la Lune. J'ai vérifié mes mitrailleuses une dernière fois, m'assurant que les bandes de munitions s'alimentaient correctement. Nous n'avions chargé que des munitions perforantes et incendiaires. Les munitions ordinaires étaient inutiles contre les navires en acier, mais les munitions API pouvaient pénétrer les fenêtres du pont, déclencher des incendies et supprimer les équipes de canonniers ennemis. Une cartouche sur 5 était traçante, créant des lignes de feu qui ressemblaient à des feux d'artifice mortels dans le ciel nocturne. À 20h30, nous avons largué les amarres et nous nous sommes dirigés vers l'obscurité grandissante. Les 3 bateaux se déplaçaient en formation de colonne, moteurs étouffés à un grondement sourd. En quittant le port de Randova, Mac nous a ordonné de tester les armes. La nuit a brièvement éclaté sous les tirs alors que 12 mitrailleuses et 3 canons de 20 mm aboyaient dans la mer vide. Puis le silence à nouveau, rompu seulement par le pouls rythmique de nos moteurs et le sifflement de l'eau le long de nos coques. Si cette histoire vous captive, abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer nos documentaires exclusifs sur du conflit. L'océan était plus agité que nous l'espérions avec une houle de 60 cm qui rendrait la précision des torpilles difficile. Mais cela signifiait aussi que nos sillages seraient plus difficiles à repérer, et l'action des vagues masquerait le bruit de nos moteurs. Chaque avantage comptait quand vous étiez 24 mètres de contreplaqué attaquant 120 mètres d'acier. À 23 heures, nous avons atteint notre position d'embuscade au large de la côte nord de Vella La Vella. Mac a coupé les moteurs au ralenti, et nous avons dérivé dans l'obscurité, attendant. Les seuls bruits étaient l'eau clapotant contre notre coque et le grondement lointain de l'artillerie de la Nouvelle-Géorgie. Puis à 23h47, Sparks Patterson a capté une transmission d'un observateur côtier, 3 grands navires, 2 escortes cap 280, vitesse 18 nœuds, distance 15 000 de votre position.
La chasse était lancée. Mac a démarré 2 moteurs, les maintenant à faible régime alors que nous nous déplacions pour intercepter. Les mathématiques étaient simples mais cruciales. Le convoi ennemi faisait 18 nœuds sur un cap constant. Nous pouvions faire 35 nœuds sans créer trop de sillage. Si nous nous positionnions correctement, nous les intercepterions juste au moment où ils entreraient dans la partie la plus étroite du détroit de Blackett, où ils n'auraient aucune marge de manœuvre. À minuit 18 le 20 juillet, Dutch les a repérés à travers ses jumelles, des formes sombres contre le champ d'étoiles, exactement là où ils devaient être. Les Japonais maintenaient une formation parfaite. 2 destroyers en tête, 3 transports suivants avec un autre destroyer fermant la marche. Ils ne montraient aucune lumière, mais leur taille et leur espacement régulier les rendaient faciles à suivre une fois qu'on savait où regarder. Le plan de Mac était élégamment simple et incroyablement dangereux. Le PT-168 attaquerait par bâbord, le PT-171 par tribord tandis que nous irions droit au milieu après le transport de tête. Cela signifiait passer entre les destroyers d'escorte, littéralement enfiler l'aiguille entre la mort de chaque côté, mais si cela fonctionnait, nous causerions une confusion maximale et aurions des tirs clairs sur les 3 transports. En avant lentement, murmura Mac. Nous avons rampé en avant à 5 nœuds, bougeant à peine, laissant le convoi venir à nous. À 1800 mètres, nous pouvions entendre leur moteur, le grondement profond de diesel massif poussant des milliers de tonnes à travers l'eau. À 1400 mètres, nous pouvions voir des détails individuels. Le pont de style pagode du destroyer de tête, les grues de chargement sur les transports, même des silhouettes se déplaçant sur le pont. À 900 mètres, Mac a donné le signal. 3 clics sur la radio et les 3 vedettes lance-torpilles ont bondi en avant simultanément. Nos moteurs ont rugi du ralenti à plein régime en quelques secondes, soulevant notre proue hors de l'eau alors que nous accélérions à la vitesse d'attaque. La nuit s'est brisée alors que nous foncions vers le convoi ennemi à 40 nœuds. 3 petites embarcations défiant des géants d'acier. Ce qui s'est passé ensuite a changé le cours de la guerre. Vous ne croirez pas l'audace de ces marins. Les Japonais ont été pris complètement au dépourvu. Leurs vigies, entraînés à repérer des sous-marins ou des destroyers en approche, ne s'attendaient jamais à des attaquants se déplaçant aussi vite d'aussi près. Nous étions à l'intérieur de leur formation avant qu'ils puissent réagir, courant entre les destroyers d'escorte à bout portant. J'ai ouvert le feu avec mes double 50, ratissant le pont du destroyer le plus proche, voyant mes traçantes percer les fenêtres et ricocher sur l'acier. Feu 1, feu 2. Paddy a lancé nos 2 premières torpilles Mark 13 à 550 mètres. Une portée impossiblement courte ou manquée était presque impossible. Les poissons mécaniques ont bondi de leurs tubes et ont éclaboussé dans l'eau, leurs hélices tournant déjà à pleine vitesse. Des sillages jumeaux de bulles phosphorescentes s'étiraient vers notre cible, un paquebot converti transportant plus de 3000 soldats japonais. Le destroyer à tribord a finalement réagi, braquant son projecteur vers nous. Le faisceau blanc brillant nous a trouvés instantanément, aveuglant dans son intensité. Immédiatement, leurs canons antiaériens de 25 mm ont ouvert le feu. Des traçantes vertes nous cherchaient comme des doigts mortels. Des obus éclaboussaient autour de nous, si près que les embruns trempaient tout le monde sur le pont. Puis nos torpilles ont frappé. La première a touché le transport juste après le pont avec une explosion tonitruante qui a illuminé la nuit comme l'éclair. La seconde a frappé au milieu du navire, brisant instantanément le dos du navire. Le navire de 8000 tonnes s'est partiellement soulevé hors de l'eau, puis s'est brisé en 2, les 2 sections commençant immédiatement à couler. À travers l'éblouissement du projecteur et les tirs, nous pouvions voir des centaines de soldats japonais se déverser dans l'eau, leurs cris audibles même par-dessus nos moteurs. Le PT-168 a frappé ensuite. Les 2 torpilles Mark 13 s'écrasant dans le 2e transport. Ce navire, chargé de munitions et de carburant pour la garnison de Vella la Vella, a explosé comme un volcan. L'explosion était si puissante qu'elle m'a renversé et une vague d'air surchauffé a balayé notre bateau. Des débris enflammés pleuvaient autour de nous, déclenchant de petits incendies sur notre pont en bois que nous piétinions frénétiquement. Les destroyers japonais réagissaient maintenant, mais ils faisaient face à un problème impossible. Nous étions trop près pour que leurs canons principaux puissent s'abaisser assez pour nous toucher, et nous étions mélangés avec leurs propres transports, rendant dangereux pour eux de tirer. Leur solution était d'essayer de nous éperonner, utilisant leur taille supérieure pour simplement nous écraser. Le destroyer le plus proche a viré brusquement vers nous, sa proue en couteau visant directement notre flanc. À la vitesse de rapprochement combinée, nous avions peut-être 10 secondes avant l'impact. Mac a jeté la barre à droite tout et a poussé les manettes au-delà de leur butée. Nos moteurs ont crié en protestation, mais nous avons pivoté comme un danseur de ballet, manquant la proue du destroyer de moins de 3 mètres. En passant, j'ai vidé une bande complète de munitions dans leur pont à bout portant, voyant des étincelles voler alors que les balles frappaient. Cette manœuvre audacieuse allait entrer dans les annales de l'histoire navale. Continuez pour découvrir comment ils ont survécu. Le PT-171 n'a pas eu autant de chance.
Joe Antonelli avait aligné des tirs parfaits sur le troisième transport, mais un destroyer japonais les a attrapés avec des projecteurs avant qu'ils puissent tirer. Les canons de 25 mm de l'ennemi ont trouvé leur cible, cousant une ligne de trous à travers la proue du PT-171. Un obus a touché une torpille, mais miraculeusement elle n'a pas explosé. L'ogive devait être armée en tournant dans l'eau avant d'exploser. Pourtant, Joe a dû abandonner sa course d'attaque et fuir, laissant échapper de la fumée et prenant l'eau. Nous sommes revenus pour un autre passage, mais l'élément de surprise était parti. Chaque projecteur du convoi japonais balayait maintenant l'eau, et des canons de tout calibre tiraient dans toutes les directions. L'eau autour de nous était déchirée par tant d'éclaboussures d'obus qu'elle ressemblait à une averse. Pire, les Japonais avaient finalement mis leurs canons de 127 mm en action, et ceux-ci pouvaient nous réduire en miettes d'un seul coup. Lancez les torpilles restantes et sortez-nous d'ici, cria Mac par-dessus le vacarme. Paddy a tiré nos 2 dernières torpilles Mark 13 sur le transport restant, mais le capitaine du navire les a vus venir et a réussi à peigner les sillages, tournant parallèlement, de sorte que les 2 torpilles sont passées sans danger le long de ses flancs. Puis nous courions, les 3 moteurs à puissance maximale, zigzagant entre les éclaboussures d'obus alors que nous fuyions dans l'obscurité. Derrière nous, la bataille continuait de faire rage. Le PT-168, malgré plusieurs coups, a réussi à mettre une torpille de plus dans le 2e transport déjà en train de couler. L'agonie du navire de munitions a illuminé tout le détroit, des explosions secondaires ondulant à travers sa coque alors qu'il coulait. 2 des 3 transports étaient partis, emportant près de 6000 soldats japonais avec eux. Le 3e transport et les destroyers étaient intacts mais complètement secoués. Nous nous sommes regroupés à 8 km au sud de la zone d'engagement. Les 3 bateaux battus mais toujours à flot. Le PT-171 était dans le pire état avec plusieurs trous à la ligne de flottaison et un moteur en panne. Nous sommes venus à côté et avons aidé à transférer les membres d'équipage blessés pendant que nos charpentiers travaillaient frénétiquement pour boucher les trous avec tout, des matelas aux gilets de sauvetage. Le PT-168 avait perdu son antenne radio et subi des dommages d'éclat dans toute sa superstructure, mais restait apte au combat. Notre bateau s'était échappé d'une manière ou d'une autre avec des dommages minimes. Quelques trous d'éclat, un canon de mitrailleuse grillé par surchauffe, et des marques de brûlure des quasi-impacts. Mais nous étions vivants et nous avions accompli notre mission. 2 transports définitivement coulés. Des milliers de soldats ennemis tués et le calendrier de renforcement japonais perturbé. Le transport survivant, plutôt que de continuer vers Vella La Vella, a fait demi-tour et est retourné à Rabaul. Le voyage de retour à la base était tendu. Des hydravions japonais étaient en l'air dès l'aube pour nous chercher. Nous nous sommes cachés dans l'ombre de petites îles, camouflés avec des frondes de palmiers, moteurs éteints, respirant à peine alors que les avions ennemis bourdonnaient au-dessus. Il nous a fallu 14 heures pour couvrir ce qui aurait dû être un trajet de 3 heures, mais nous sommes tous rentrés à Randova. Cette victoire tactique allait avoir des répercussions stratégiques énormes. Découvrez comment 3 petits bateaux ont changé la guerre. Le débriefing était exhaustif. Les officiers du renseignement voulaient chaque détail. Tactique japonaise, efficacité des armes, temps de réaction ennemie. Ce que nous leur avons dit serait distribué à chaque escadron de vedettes lance-torpilles dans le Pacifique. Les leçons apprises de notre engagement sauveraient des vies américaines et couleraient des navires ennemis tout au long des années de guerre restantes. Mais l'impact immédiat était encore plus significatif. Les interceptions radio ont révélé des communications japonaises décrivant de nouvelles armes secrètes américaines et des vedettes lance-torpilles à grande vitesse apparaissant de nulle part. Pour la première fois, la marine impériale avait peur du noir. Ils ne pouvaient plus se déplacer librement la nuit, ne pouvaient pas garantir un passage sur même à leurs convois les plus lourdement gardés. Chaque ombre pouvait cacher une vedette lance-torpille. Chaque son pouvait être des moteurs américains en approche. Au cours des semaines suivantes, les Japonais ont changé toute leur stratégie de ravitaillement. Les convois sont devenus plus grands mais moins fréquents. Les escortes de destroyers ont doublé, puis triplé. Ils ont commencé à utiliser des hydravions équipés de projecteurs pour la reconnaissance nocturne. Tous ces changements signifiaient moins de fournitures et de renforts atteignant leurs garnisons insulaires, donnant à nos forces terrestres des avantages cruciaux. L'impact psychologique était peut-être encore plus grand que le succès tactique. Les soldats japonais attendant des renforts qui ne venaient jamais ont commencé à perdre espoir. Les commandants ennemis, incapables de garantir les livraisons de ravitaillement, ont dû annuler des opérations offensives. Le mythe de l'invincibilité japonaise de nuit, brisé par des bateaux en bois équipés d'adolescents américains et de réservistes, a commencé à s'effondrer dans tout le Pacifique. Le succès de notre escadron a conduit à une expansion rapide du programme de vedettes lance-torpilles. De nouvelles bases ont été établies dans toutes les Salomon et en Nouvelle-Guinée. Des bateaux améliorés avec de meilleurs moteurs, radars et protections blindées ont été mis en production en urgence. Les tactiques que nous avons développées par essai et erreur sont devenues la doctrine officielle enseignée dans les bases d'entraînement de Rhode Island à la Californie. Mais cette victoire avait un prix.
N'oubliez jamais le sacrifice de ces héros. Likez et partagez pour honorer leur mémoire. Le coût de ce succès se mesurait en amis qui ne sont pas rentrés. 2 semaines après notre attaque réussie, le PT-166 a heurté une mine en revenant de patrouille. Tous les hommes perdus. Le PT-162 a été pris par des destroyers japonais en plein jour quand une panne de moteur l'a laissé mort dans l'eau. Ils l'ont réduit en pièces. Seulement 3 survivants ont été sortis de l'eau. Joe Antonelli, commandant du PT-171, a été tué par un tireur d'élite alors que son bateau se ravitaillait à une base avancée. En octobre 1943, quand j'ai été muté aux États-Unis pour l'entraînement aux nouvelles constructions, notre escadron avait perdu 7 bateaux et 73 hommes. Mais nous avions coulé ou endommagé plus de 40 navires japonais, des destroyers aux barges, et tué des milliers de soldats ennemis qui n'ont jamais atteint leur destination. Le taux d'échange était brutal mais nécessaire. Chaque vedette lance-torpille que nous perdions était remplaçable. Les navires japonais et les équipages expérimentés ne l'étaient pas. Je suis retourné dans le Pacifique en mars 1944 en tant que second du PT-321 opérant aux Philippines. Les bateaux étaient meilleurs. Radar, blindage autour du cockpit, torpilles plus fiables. Mais l'essence restait la même. Vitesse, surprise et audace. Nous prouvions toujours que l'innovation américaine pouvait surmonter n'importe quel avantage ennemi. Les Japonais ne se sont jamais complètement adaptés à la menace des vedettes lance-torpilles. Ils ont tout essayé. Des groupes de chasseurs-tueurs spécialisés, des destroyers équipés de radars, même des bateaux suicides conçus pour nous éperonner. Mais ils ne pouvaient pas être partout, ne pouvaient pas protéger chaque convoi, ne pouvaient pas rendre la nuit sur à nouveau. L'arme secrète qu'ils avaient découverte trop tard avait changé de façon permanente l'équilibre des forces dans le Pacifique. McPherson a survécu à la guerre, gagnant une Navy Cross et 2 Silver Star. Il est resté dans la marine, commandant finalement un escadron de destroyers en Corée. Nous sommes restés en contact jusqu'à sa mort en 1987. À ses funérailles, son fils m'a dit que Mac disait souvent que les vedettes lance-torpilles étaient l'endroit où il avait appris ce que signifiait le vrai courage. Pas l'absence de peur, mais l'action malgré la terreur. Dutch Vanderberg est retourné à Yale après la guerre, mais n'a jamais oublié ses leçons de navigation apprises dans les Salomon. Il est devenu l'un des principaux océanographes américains, utilisant les compétences affûtées en esquivant les destroyers japonais pour cartographier les courants océaniques et les montagnes sous-marines. Il m'a dit une fois qu'après avoir navigué entre des navires de guerre ennemis à 40 nœuds dans le noir, tout le reste semblait facile. Ces hommes ordinaires ont accompli l'extraordinaire. Abonnez-vous à Du Conflit pour plus d'histoires héroïques méconnues. Charlie Mendoza est retourné construire des moteurs de course à Los Angeles, appliquant les astuces apprises en maintenant les moteurs de vedettes lance-torpilles en marche pour faire aller les voitures plus vite. Son garage est devenu légendaire parmi les amateurs de hot rod avec une pancarte qui disait Speed Shop, nous faisions voler les vedettes lance-torpilles. Il disait aux clients que s'il pouvait faire pousser 4500 chevaux 50 tonnes à 45 nœuds, il pouvait faire aller n'importe quoi vite. Paddy O'Brien est resté dans la marine, devenant l'un des principaux experts en torpilles du service. Il a écrit le manuel sur l'entretien des torpilles Mark XIII qui a été utilisé jusqu'aux années 1970. Mais il n'a jamais oublié ces torpilles que nous avons tirées cette nuit-là au large de Vella la Vella. C'étaient mes poissons qui ont coulé ces transports, disait-il avec fierté. 2 tirs, 2 coups, 6000 Japonais qui n'ont jamais pu tuer d'Américains. L'histoire des vedettes lance-torpilles est souvent éclipsée par les plus grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale. Midway, Guadalcanal, Golfe de Leyte. Mais pour ceux d'entre nous qui ont servi sur ces minuscules guerriers en bois, nous savions que nous avions fait partie de quelque chose de révolutionnaire. Nous avions prouvé que la technologie et le courage pouvaient surmonter la tradition et la taille. Nous avions montré que les marins américains, dont beaucoup n'avaient jamais vu l'océan avant Pearl Harbor, pouvaient surpasser la meilleure marine du monde à leur propre jeu. Le secret de notre succès n'était pas vraiment les bateaux eux-mêmes, bien qu'ils fussent des merveilles d'ingénierie. Ce n'étaient pas nos torpilles, bien que quand elles fonctionnaient, elles étaient dévastatrices. Le vrai secret était l'esprit américain d'innovation, la volonté d'essayer quelque chose de complètement différent quand les méthodes conventionnelles échouaient. Alors que nos amiraux rejetaient initialement les vedettes lance-torpilles comme des jouets, les officiers subalternes et les hommes enrôlés ont prouvé que des jouets avec des dents pouvaient changer le cours d'une guerre. Chaque fois que je lis sur la guerre navale moderne, les bateaux lance-missiles, la technologie furtive, la guerre asymétrique, je vois l'héritage de ces vedettes lance-torpilles. Nous avons prouvé que le combat naval ne devait pas nécessairement concerner des cuirassés s'affrontant à 18 000 mètres. Il pouvait s'agir de vitesse et de furtivité, de frapper là où l'ennemi ne s'y attendait pas et de disparaître avant qu'il puisse réagir. Chaque embarcation d'attaque rapide dans la marine d'aujourd'hui porte l'ADN de ces hors-bords en contreplaqué qui terrorisaient la marine japonaise. Cette révolution tactique influence encore les marines du monde entier. Partagez cette histoire méconnue.
L'expression japonaise qui est entrée dans leur vocabulaire naval en 1943 était simplement terreur des bateaux moustiques, une peur qui s'est répandue dans toute leur flotte. Les entretiens d'après-guerre avec des officiers de marine japonais ont révélé que les vedettes lance-torpilles causaient des perturbations bien au-delà de nos nombres réels. Ils devaient supposer que nous étions partout. Devaient planifier des attaques qui pourraient ne jamais venir. Devaient gaspiller des ressources pour se défendre contre des menaces qui pourraient être des ombres. L'amiral Tanaka Rezo, qui a commandé de nombreuses courses du Tokyo Express, a écrit après la guerre, « Les vedettes lance-torpilles américaines étaient notre pire cauchemar. Les sous-marins, nous pouvions les chasser avec des grenades sous-marines. Les avions, nous pouvions les voir venir. Mais ces bateaux du diable apparaissaient de nulle part, frappaient comme des cobras et disparaissaient dans la nuit. Ils nous ont fait craindre notre propre élément, l'obscurité que nous avions autrefois dominée. Cette peur, cette incertitude que nous avons créée, valait plus que n'importe quel nombre de navires coulés. Elle représentait le tournant où la marine impériale japonaise, qui avait dominé le Pacifique depuis Pearl Harbor, a commencé à douter d'elle-même. Quand des marins qui s'étaient entraînés toute leur vie au combat nocturne ont commencé à craindre les ombres, la bataille psychologique était déjà gagnée. L'évolution technique des vedettes lance-torpilles pendant la guerre était remarquable. Les premiers bateaux comme le nôtre étaient essentiellement des conceptions du temps de paix pressées en service de combat. En 1945, les vedettes lance-torpilles transportaient des radars, des roquettes, des torpilles avancées et même des missiles guidés primitifs. Mais le concept de base n'a jamais changé. Petits, rapides, mortels et équipés par des volontaires prêts à prendre des risques insensés pour leur pays. Une histoire qui capture l'esprit des vedettes lance-torpilles s'est produite en octobre 1944 lors de la bataille du golfe de Leyte. Un escadron de vedettes lance-torpilles, désespérément surclassé, a attaqué le cuirassé japonais Yamato, le plus grand navire de guerre jamais construit. Leurs torpilles ne pouvaient même pas pénétrer la ceinture blindée du Yamato, mais ils ont attaqué quand même, forçant le cuirassé massif à prendre des mesures d'évitement et gagnant du temps pour que les porte-avions d'escorte américains s'échappent. Les petits bateaux n'ont pas coulé le géant ce jour-là, mais leur courage a sauvé des vies américaines. Ces actes de bravoure méritent d'être connus. Aidez du conflit à partager ces histoires en vous abonnant maintenant. Les bases de vedettes lance-torpilles elles-mêmes sont devenues légendaires. Randova, Tulagi, Myowandi. Des noms exotiques qui signifiaient moustique, malaria et mission de minuit. Ce n'était pas Pearl Harbor ou San Diego avec leur club d'officiers et leurs draps propres. C'était des trous boueux où nous vivions de spam et de cigarettes, où le courrier mettait des mois à arriver, où le seul divertissement était le poker et les rumeurs. Mais le moral restait élevé parce que nous savions que nous faisions une différence. Les indigènes des îles Salomon méritent une reconnaissance spéciale. Ils ont tout risqué pour nous aider, nous guidant à travers les récifs, sauvant les aviateurs abattus et les marins naufragés, fournissant des renseignements sur les mouvements japonais. Beaucoup ont été exécutés lorsqu'ils ont été pris en train d'aider les Américains. Leur courage et leur sacrifice étaient essentiels à notre succès. Sans leur aide, nous aurions été aveugles et perdus dans ces labyrinthes insulaires. Les observateurs côtiers, ces volontaires solitaires cachés sur des îles occupées par les Japonais avec des radios et des jumelles, étaient nos anges gardiens. Ils signalaient 40 bombardiers se dirigent vers vous ou escadrons de destroyers se déplaçant vers le sud à grande vitesse. Plusieurs fois, leurs avertissements ont sauvé nos bases d'attaque surprises ou nous ont aidés à nous positionner pour une embuscade parfaite. Nous n'avons jamais rencontré la plupart d'entre eux, mais nous leur devions nos vies. Une avancée technologique qui a révolutionné les opérations de vedettes lance-torpilles était le radar. Les premiers ensembles étaient si primitifs qu'ils pouvaient à peine distinguer une île d'un navire. Mais fin 1944, nous pouvions suivre des cibles dans l'obscurité complète et le brouillard. Les Japonais, qui avaient compté sur une vision nocturne supérieure et un entraînement, se sont soudainement retrouvés désavantagés. Nous pouvions les voir avant qu'ils ne puissent nous voir. L'avantage ultime dans le combat nocturne. L'évolution de nos tactiques était constante. Nous avons appris à utiliser des bandes de papier d'aluminium pour confondre le radar japonais. Nous avons développé des tactiques de meute de loups, coordonnant les attaques de plusieurs bateaux depuis différentes directions. Nous avons compris comment utiliser les batteries côtières comme diversion, amenant l'ennemi à révéler ses positions en tirant sur de fausses cibles pendant que nous manœuvrions pour la vraie attaque. Les missions les plus dangereuses étaient celles dont personne n'a entendu parler. Insérer des observateurs côtiers derrière les lignes ennemies, évacuer des marines piégées de plages encerclées, livrer des munitions à des avant-postes isolés sous le feu ennemi. Ce n'étaient pas des attaques de torpilles glamour, mais un travail dangereux et épuisant qui a sauvé d'innombrables vies. Nous sommes devenus le couteau suisse de la marine, utilisé pour tout travail trop dangereux ou trop fou pour les navires conventionnels. Ces missions secrètes ont sauvé des milliers de vies. Découvrez d'autres histoires héroïques en vous abonnant à Du Conflit. Les relations personnelles sur les vedettes lance-torpilles étaient uniques dans l'armée. Sur un destroyer avec 300 hommes, vous ne connaissiez peut-être pas le nom de tout le monde.
Sur une vedette lance-torpille avec 12 hommes, vous saviez tout. Qui ronflait, qui faisait des cauchemars, qui avait le mal de mer, sur qui on pouvait compter quand les choses tournaient mal. Cette intimité créait des liens qui duraient toute une vie. Mes réunions de vedettes lance-torpilles des décennies après la guerre ressemblaient à des réunions de famille parce que c'est ce que nous étions, une famille forgée au combat. La nourriture sur les vedettes lance-torpilles mérite sa propre mention ou peut-être sa propre plainte. Nous vivions de rations K, de spam, d'œufs en poudre et de tout ce que nous pouvions échanger avec des navires plus gros. L'eau douce était précieuse, rationnée pour boire seulement. Nous nous lavions à l'eau de mer qui laissait des cristaux de sel qui irritaient et brûlaient. Le café, noir et assez fort pour faire flotter une clé, était notre sang vital. Certains équipages sont devenus créatifs, pêchant avec des grenades à main ou échangeant de l'alcool de torpille au personnel de la base contre de la vraie nourriture. L'entretien était constant et critique. L'eau salée corrodait tout. La chaleur tropicale pourrissait le bois et le tissu, et les opérations à grande vitesse stressaient chaque composant à ses limites. Nous passions plus de temps à entretenir nos bateaux qu'à combattre dedans. Chaque homme est devenu mécanicien, charpentier et électricien par nécessité. Une vedette lance-torpille avec une panne de moteur dans les eaux ennemies était un piège mortel, alors nous traitions l'entretien comme une religion. Le temps dans les Salomon était notre ennemi constant. Les tempêtes tropicales pouvaient apparaître de nulle part, transformant des mers calmes en montagnes d'eau. Les éclairs pouvaient griller nos radios et nos systèmes électriques. La chaleur et l'humidité étaient si oppressantes que les hommes s'évanouissaient à leur poste. Mais le mauvais temps était aussi notre ami, nous cachant des avions ennemis et rendant nos petits bateaux plus difficiles à repérer parmi les vagues poussées par le vent. La navigation dans ces eaux nécessitait des compétences qu'il n'enseignait jamais à Annapolis. Les cartes étaient souvent fausses, basées sur des relevés des années 1800. Les récifs coralliens pouvaient apparaître du jour au lendemain après les tempêtes. Nous avons appris à lire la couleur de l'eau et les modèles de vagues, à sentir la terre avant de la voir, à naviguer par instinct quand les instruments échouaient. Chaque patrouille réussie ajoutait à nos cartes mentales de ces eaux mortelles. Cette guerre de l'ombre a changé l'histoire. N'oubliez pas de partager pour que ces héros ne soient jamais oubliés. La réponse japonaise aux vedettes lance-torpilles a évolué tout au long de la guerre. Ils ont développé des destroyers spéciaux à faible tirant d'eau spécifiquement pour nous chasser. Ils ont créé des modèles de recherche coordonnés utilisant des hydravions et des destroyers ensemble. Ils ont même essayé d'utiliser des vedettes lance-torpilles capturées comme leurs. Mais pour chaque contre-mesure qu'ils développaient, nous développions des contre-contre-mesures. C'est devenu un jeu d'échecs mortel joué à 40 nœuds dans le noir. Un aspect rarement discuté était le coup psychologique. Vivre constamment sur le qui-vive, sachant que toute patrouille pourrait être la dernière, regarder des amis mourir de manière horrible. Cela nous a tous marqués. Certains hommes ont craqué, demandant des transferts, même si cela signifiait être étiquetés comme lâches. D'autres sont devenus accros à l'adrénaline, se portant volontaires pour des missions de plus en plus dangereuses. La plupart d'entre nous ont juste enduré, trouvant des moyens de faire face à la peur qui ne disparaissait jamais vraiment. L'humour qui s'est développé était noir, mais nécessaire. Nous avons nommé nos bateaux des choses comme Mort Subite, LS Angels et Faucheuse. Nous avons peint des personnages de dessins animés sur nos torpilles. Donald Duck chevauchant une torpille était populaire. Nous avons inventé des chansons sur le naufrage de navires japonais. Plus c'était macabre, mieux c'était. C'était une armure psychologique, un moyen de rendre l'insupportable supportable. L'impact des vedettes lance-torpilles s'est étendu au-delà du Pacifique. Lorsque l'invasion de la Normandie a été planifiée, des vedettes lance-torpilles ont été incluses pour protéger la flotte des U-boats allemands. Les leçons apprises dans les Salomon ont été appliquées en Méditerranée, dans la Manche et même dans les rivières d'Europe. La doctrine américaine des vedettes lance-torpilles a influencé la pensée navale dans le monde entier, inspirant des programmes similaires dans des dizaines de marines. En regardant en arrière maintenant, des décennies plus tard, je suis étonné que nous ayons survécu. Nous étions principalement des gamins jouant avec des jouets mortels dans une guerre qui a tué des millions. Nous avons fait des erreurs qui auraient dû nous tuer. Pris des risques qui me font frémir rétrospectivement. Mais nous avons aussi accompli quelque chose de remarquable. Nous avons pris un concept non testé et l'avons transformé en arme gagnante de guerre. Nous avons prouvé que l'innovation et le courage américain pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. L'héritage de ces héros vit encore aujourd'hui. Abonnez-vous pour plus de récits extraordinaires sur du conflit. L'héritage des vedettes lance-torpilles vit dans la marine d'aujourd'hui. Chaque embarcation d'attaque rapide, chaque bateau d'opération spéciale, chaque navire conçu pour frapper rapidement et disparaître porte l'ADN de ces bateaux moustiques originaux. Les marins qui les équipent ne connaissent probablement pas les nuits au large de Vela la Vela ou la terreur que nous avons apportée au convoi japonais, mais ce sont des descendants spirituels poursuivant la tradition de vitesse, surprise et audace. Quand les gens me demandent si je suis fier de mon service, je leur parle de cette nuit du 20 juillet 1943.
3 petits bateaux en bois ont attaqué un convoi ennemi majeur et ont envoyé des milliers de soldats japonais par le fond. Nous avons émergé de l'obscurité, comme notre titre le suggère, et avons disparu avant que l'ennemi puisse réagir. Nous étions l'arme secrète de l'Amérique, et nous avons changé le cours de la guerre du Pacifique. Les Japonais étaient stupéfaits non seulement par nos bateaux, mais par ce qu'ils représentaient. La volonté américaine d'innover, de prendre des risques, de remettre en question la sagesse conventionnelle. Ils avaient étudié notre marine pendant des décennies, connaissaient nos cuirassés et porte-avions, nos traditions et tactiques. Mais ils n'ont jamais imaginé que nous enverrions des hors-bords en bois armés de torpilles défier leurs navires de guerre en acier. Cet échec d'imagination leur a coûté cher. En fin de compte, l'histoire des vedettes lance-torpilles est une histoire uniquement américaine. Nous avons pris un concept britannique, l'avons alimenté avec des moteurs Packard conçus pour les avions, l'avons armé de torpilles conçues à l'origine pour les destroyers, et l'avons équipé de civils qui n'avaient jamais vu l'océan avant Pearl Harbor. Ça n'aurait pas dû marcher, mais ça a marché parce que nous l'avons fait marcher par pure détermination et ingéniosité. La dernière vedette lance-torpilles opérationnelle a été retirée en 1959, remplacée par des navires plus récents, plus rapides et plus capables. Mais pour ceux d'entre nous qui ont servi dessus pendant la Seconde Guerre mondiale, ils resteront toujours les bateaux qui ont gagné la guerre dans le Pacifique. Nous avons prouvé que la taille ne détermine pas la victoire, que le courage compte plus que le blindage, et que les marins américains dans des bateaux en bois pouvaient vaincre n'importe qui, n'importe quand. Cette histoire extraordinaire mérite d'être connue. Abonnez-vous à Du Conflit et activez la cloche pour ne jamais manquer nos documentaires exclusifs sur les héros oubliés de l'histoire. Alors que je termine ce récit, assis dans mon bureau, entouré de photographies fanées et de coupures de journaux jaunis, je peux encore entendre ces moteurs Packard rugir dans la nuit. Je peux encore sentir les embruns de l'eau de mer des Salomon sur mon visage, encore sentir la cordite et les vapeurs de diesel. Mais surtout, je peux encore ressentir la fierté d'avoir fait partie de quelque chose de révolutionnaire, quelque chose qui a changé la guerre navale pour toujours. Nous étions des garçons qui sont devenus des hommes dans ces bateaux en bois, combattant une guerre que nous n'avions pas commencée, mais que nous étions déterminés à terminer. Nous avons attaqué depuis l'obscurité parce que c'est là que nous étions les plus forts. Où notre vitesse et notre surprise nous donnaient l'avantage. Les Japonais ont appris à craindre l'obscurité qu'ils possédaient autrefois. Ont appris que l'ingéniosité américaine pouvait transformer n'importe quel désavantage en avantage. C'est l'héritage des vedettes lance-torpilles. Pas seulement les navires que nous avons coulés ou les batailles que nous avons gagnées, mais la preuve que des personnes libres combattant pour leur liberté peuvent surmonter n'importe quelle tyrannie. Nous étions petits, rapides et mortels. Nous étions des armes secrètes qui sont restées secrètes juste assez longtemps pour renverser la situation. Nous étions la flotte moustique qui a abattu un empire, une torpille à la fois. Les Japonais étaient stupéfaits par les vedettes lance-torpilles secrètes de l'Amérique parce qu'elles représentaient tout ce que la marine impériale n'avait pas attendu des Américains. Pensée innovante, tactiques agressives et volonté de tout risquer sur un concept non prouvé. Au moment où ils ont compris la menace que nous représentions, il était trop tard. Les ombres qu'ils avaient autrefois dominées nous appartenaient maintenant. Et de ces ombres, nous avons frappé sans pitié jusqu'à ce que le soleil levant se couche finalement sur l'empire du Pacifique japonais. Merci d'avoir regardé cette histoire extraordinaire sur Du Conflit. Si vous avez aimé ce récit héroïque, abonnez-vous maintenant, likez cette vidéo et partagez-la avec vos amis passionnés d'histoire. Activez la cloche pour être notifié de nos prochains documentaires exclusifs. Ensemble, préservons la mémoire de ces héros oubliés. À bientôt sur Du Conflit pour d'autres récits de guerre extraordinaires.